Alors, on va résoudre un exercice d'électromagnétisme sur le guide d'onde plan diélectrique à saut d'indice. Je vais lire l'énoncé et je donnerai la correction ensuite. Donc, on cherche à décrire les propriétés d'une onde électromagnétique monochromatique de fréquence angulaire oméga, se propageant dans la direction des Z croissants au sein d'un guide plan. Celui-ci est composé d'une superposition de trois milieux diélectriques homogènes et isotropes, caractérisés chacun par une permittivité diélectrique epsilon i de oméga réelle et une perméabilité magnétique mu0 égale à celle du vide. On définit les indices de réfraction ni de chacun des trois milieux par la relation epsilon i de oméga est égal à epsilon 0 fois ni carré, où il varie de 1 à 3, parce qu'il y a 3 couches. La structure est invariante dans les directions x et z. Ainsi, on a donc le profil de l'indice en fonction de x, n de x, qui vaut n3 pour x positif, qui vaut n1 pour x compris entre 0 et moins d, avec n1 strictement supérieur à n2, n2 supérieur ou égal à n3, et n2 qui vaut x pour... et nx qui vaut n2 pour les x qui sont inférieurs à moins d. Le champ électrique E donc de R et de T, donc a priori de la forme suivante, E de R et de T est de la forme E de XY, donc dépend donc des coordonnées spatiales XY, mais pas de Z pour l'amplitude, et en exponentielle I oméga T moins bêta Z. Donc on voit bien qu'il y a une propagation suivant Z. Okay, il s'agit dans cet exercice de déterminer les valeurs possibles de bêta à fréquence, donc à pulsation oméga fixée, et la répartition spatiale du champ électrique, donc qui dépend donc spatialement des coordonnées d'espace x et y, donc pas de z, associées à chacune des valeurs de bêta. Donc on nous demande d'écrire les équations de Maxwell et les relations constitutives qui décrivent le problème, de montrer qu'il existe deux jeux de composantes indépendantes des champs électromagnétiques, un nommé transverse électrique et l'autre transverse magnétique. Voilà, on va s'arrêter là. Et je résoudrai le problème. Je dirai les autres questions par la suite. Alors, quelques rappels en fait en préambule. Effectivement, j'ai représenté ici une onde transverse et électrique et transverse magnétique. Pourquoi? Parce que vous voyez que le champ E et le champ B, donc les vecteurs donc, qui représentent les champs électriques et magnétiques, sont dans un plan qui est le plan X, O, Y, et ce plan est un plan perpendiculaire à la direction de propagation Z. D'accord? Donc on va voir EZ égale 0, BZ égale 0, donc c'est un rappel un peu de cours pour exprimer ce qu'on dit. Donc on a bien des ondes transverses, elles sont transverses à la fois électriques et à la fois magnétiques, puisque B est orthogonale à K et E est orthogonale à K également. L'onde se déplace dans un plan transverse à la direction de propagation. Bien voilà. Donc en fait, là j'ai représenté un peu le profil décrit par l'onde. On a une onde qui a une structure donc plane en exponentielle IKZ moins KX. Et pour une onde transverse électromagnétique, on a toujours cette relation vectorielle que l'on peut utiliser dans les exercices si l'on reconnaît une structure d'onde plane. Donc c'est que le champ d'induction magnétique B peut se mettre sous la forme donc, du produit vectoriel entre le vecteur direction de propagation de l'onde qui est K et le champ électrique E, d'accord, divisé par la vitesse de la lumière, donc c'est une constante de normalisation. Bien. Alors, dans les deux schémas ci-dessous, j'ai représenté une onde transverse électrique pour le premier et une onde transverse magnétique pour le second. En effet, pourquoi transverse électrique pour le premier? On s'aperçoit que le champ E, donc le vecteur du champ E en rouge, est orthogonal au champ K et il est dans un plan de propagation orthogonale au champ K. Tandis que le champ B, je l'ai représenté sortant du champ transverse, sortant du plan transverse à l'onde de propagation. Donc B aura une composante nécessairement suivant Z. Et donc le produit scalaire de B avec K est non nul. Tandis que le produit scalaire du champ électrique avec K, le vecteur de propagation est nul. Donc on a bien une onde transverse électrique. Pour le deuxième schéma, j'ai représenté une onde transverse magnétique, effectivement, puisque j'ai considéré que B était dans le plan de l'onde perpendiculaire au déplacement de l'onde, et que E, en fait, on imagine que E, il sort en fait de ce plan et qu'il a une composante bien évidemment suivant Z, si Z est la direction de propagation. Donc dans ce cas-là, on a une onde transverse magnétique. Ok. Donc c'est effectivement la notion de plan orthogonal à la direction de propagation.
ici, j'ai représenté effectivement des ondes, on a effectivement un vecteur d'onde K, un vecteur E, et on a effectivement E et B qui sont orthogonaux à K. Donc on a également ici une onde transverse électromagnétique. D'accord? C'est également le cas dans ce cadre-là. On a un vecteur d'onde qui pointe par ici, donc c'est la direction de propagation, l'onde se propage comme ceci. On a un vecteur B qui va osciller dans cette direction, mais B est orthogonal à K, et on a également E qui pointe dans la direction, qui pointe vers nous. D'accord, je n'ai pas fait de croix, donc on a bien un trièdre direct entre le champ E, le champ B et le vecteur d'onde. D'accord. On peut avoir effectivement, bon, on verra dans l'exercice, mais effectivement une expression du champ E qui se met sous cette forme. Donc on voit bien qu'on a une composante, on a une expression qui dépend de Kz, qui dépend de Kx, de X. Donc là, l'expression E a trois composantes. La composante suivant X, la composante suivant Y est nulle, ici, dans ce cas-là, et la composante suivant Z n'est pas nulle. Donc si on considère que Z est la direction de propagation, on aura une onde qui n'est pas transverse. D'accord ? Si maintenant on considère que Y est la direction de propagation, E pourra très bien être transverse. Donc une onde transverse est une onde dont les champs E et B sont perpendiculaires à la direction de propagation. Okay. Donc ceci étant dit, on peut commencer donc la résolution de notre exercice d'électromag. Donc on considère donc un guide d'onde plan. Donc ce sont deux plaques parallèles, distance de D, l'axe de propagation c'est Z, et on a un profil, c'est Z, pardon, l'axe de propagation. On a un profil d'indice de milieu, donc on a trois milieux, en fait, un premier milieu qui constitue le milieu entre les deux plaques, deuxième milieu, le milieu du dessous, et le troisième milieu, le milieu du dessus. Ok, donc on va envisager effectivement un profil indiciel suivant l'axe des Z. Donc c'est l'axe que je modélise avec mon curseur. Donc on aura du N3, du N1 et du N2 pour les différents indices. Et donc on a que la permittivité du diélectrique en fonction de la pulsation oméga, on va en avoir trois. On va avoir un epsilon 1 pour le milieu 1, un epsilon 2 pour le milieu 2, un epsilon 3 pour le milieu 3. Cette permittivité se met sous la forme epsilon 0 ni carré, où epsilon 0 c'est la permittivité du vide. Et on aura donc une structure effectivement champ électrique E qui a priori était fonction de x, y, on avait E de x, y exponentielle i oméga t moins kz, mais effectivement on a une symétrie totale par rapport à l'axe y, par rapport à un plan, je dirais, perpendiculaire à la direction de propagation y, donc il y a une invariance suivant y. Okay, donc nous cherchons des solutions capables de se propager dans une telle structure en restant confinés dans le milieu 1. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est traduire nos équations de Maxwell en fonction de la forme de l'onde vectorielle du champ électrique ou magnétique. Donc nos équations de Maxwell, elles restent inchangées. Là, j'ai écrit les 4 équations de Maxwell dans un milieu matériel. Donc dans un milieu matériel, on représente très souvent, on utilise D, le vecteur diélectrique, à la place du vecteur E, très souvent. Ici, on a un milieu linéaire, donc puisque D, la polarisation du vecteur D est la même que la polarisation du champ E. Je vous rappelle que la polarisation d'un champ, c'est la trajectoire qui est décrite par l'extrémité de son vecteur, d'accord? Donc on voit bien que D est aligné avec E, D est collinéaire à E via un facteur donc scalaire, epsilon i de oméga, donc qui est donc la permittivité du milieu. Donc d'après l'énoncé, donc epsilon i de oméga est égal à epsilon 0 ni carré E, et on a que le champ magnétique H est égal au rapport entre l'induction magnétique B et mu0, la perméabilité du vide. Bien, ceci étant dit, nos équations de Maxwell s'écrivent donc dans le milieu matériel comme ceci. On a donc que la divergence de D est égale à 0, autrement dit, le produit scalaire entre l'opérateur nabla et notre vecteur champ diélectrique est égal à 0. On a également que la divergence de B est nulle. B est un flux conservatif, et donc le produit scalaire entre l'opérateur nabla vectoriel et notre champ d'induction magnétique
d'induction magnétique est égal à 0, hein, donc on a bien un produit scalaire qui est égal à 0. 0 n'est pas un vecteur, 0 est un scalaire, d'accord? On manipule, on fait un produit scalaire entre deux vecteurs, on obtient un scalaire. On a également que le rotationnel de E est égal à moins la dérivée partielle du champ magnétique d'induction par rapport au temps, mais le rotationnel de E se modélise en fait pour une onde plane. En fait, c'est le rotationnel de E, c'est en fait le produit vectoriel ici entre l'opérateur nabla et notre opérateur champ électrique. Je vous rappelle que le produit vectoriel de deux vecteurs donne un vecteur. Je ne reviens pas sur le calcul du produit vectoriel en cartésienne. Je l'ai explicité dans des vidéos précédentes, donc je vais considérer dans cet exercice que c'est acquis le produit vectoriel. Donc effectivement, si on a un champ dont la forme est en exponentielle i oméga t moins bêta z, par exemple, lorsqu'on va dériver ce champ par rapport au temps, l'amplitude ne dépendant pas d'une coordonnée temporelle, mais dépend simplement de coordonnées spatiales, on va avoir du i oméga qui va sortir. Donc l'équation de Maxwell, c'est du moins la dérivée partielle de B par rapport à t. Donc en fait, c'est du moins i oméga qui sort, d'accord. Également, donc pour l'équation de Maxwell-Ampère qu'on a mis, Maxwell-Ampère, non pas, pardon, pas Maxwell-Ampère, c'est le rotationnel de... Ok, c'est bon. Nabla vectoriel H est égal à moins i oméga d, par les mêmes considérations que précédemment. Donc la question qu'on se pose en fait dans cet exercice, c'est peut-on avoir une solution de propagation sous la forme d'une onde transverse magnétique? Donc je vous ai redéfini la notion de transversalité d'une onde en électromag. Donc maintenant, on cherche à voir si on peut effectivement avoir des solutions sous la forme d'une onde transverse électromagnétique. Donc la direction de propagation étant l'axe des Z, d'accord? Par définition, si on a des solutions qui sont à la fois transverses électriques et transverses magnétiques, il faut nécessairement que la composante des vecteurs champ électrique et champ magnétique suivant l'axe des Z soit nulle, de telle sorte que le produit scalaire entre le vecteur d'onde et notre champ électrique soit égal à 0, de telle sorte que effectivement nos vecteurs champ électrique et induction magnétique soient orthogonaux vectoriellement à notre direction de propagation. Autrement dit, dire que on cherche une solution sous la forme d'une onde TEM, transverse électromagnétique, c'est pouvoir trouver des solutions pour notre problème de la forme de celle que j'ai explicitée en bleu. Autrement dit, peut-on trouver un champ électrique E vectoriellement qui s'écrit donc via un terme de phase en exponentielle i oméga t moins bêta z, z étant la direction de propagation, bien évidemment, ça c'est très important, c'est fondamental, sous la forme ex de x, ey de y et 0 pour la composante en z. Ok? La même chose pour notre champ d'induction magnétique. Peut-on trouver un champ d'induction magnétique qui s'écrit sous la forme bx de x, by de y et 0, puisqu'on est en exponentielle oméga t moins bêta z, et donc z étant la direction de propagation, et on veut des champs orthogonaux à la direction de propagation. Donc il nous faut que ez égale bêta z égale 0. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc en fait, fondamentalement, les sujets d'examen, de concours, que vous ayez en maths P, en licence 3, en master 1, bon, sur des équations de Maxwell, bon, très souvent, et fondamentalement, ce qu'il faut faire, c'est donc modéliser le problème et écrire les équations de Maxwell, et ensuite, il faut passer ces équations de Maxwell à la moulinette. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc en fait, on va traduire nos équations de Maxwell. Donc on a que nabla vectoriel E, donc rotationnel de E, est égal à moins i oméga B. Et nabla vectoriel B, le rotationnel de B, est égal à mu 0 i oméga epsilon E. Bon, pas besoin pour mon objectif, c'est pas grave. Donc ces équations donc, vont impliquer après, donc on va donc passer à la moulinette le rotationnel de E donc, sous cette forme, et donc le rotationnel de B sous cette forme. Donc je reviens pas sur la notion de produit vectoriel, je suppose que vous savez calculer le produit vectoriel entre l'opérateur nabla et un champ électromagnétique exprimé en coordonnées cartésiennes x, y, z. Et donc vous obtenez que nécessairement on doit avoir, pour qu'il y ait une propagation dans l'onde, des conditions vérifiées par les composantes spatiales de mes ondes de la forme I bêta fois E y de x est égal à moins i oméga b0.
moins I bêta fois E0 est égal à moins I oméga BY de X. Et on doit voir que la dérivée spatiale par rapport à X de Y de X est égale à 0. Bien. Autrement dit, voilà, effectivement, on a DEX sur DX plus DY sur DY, ça c'est la divergence, plus DEZ sur DZ. EZ ne dépend pas, EZ est nul, d'accord? EZ est nul, donc ceci doit être égal à 0. Donc je rappelle qu'effectivement, si on a des constantes, donc ça c'est quelque chose en plus de l'onde transverse magnétique, si en fait les composantes spatiales en amplitude des champs électriques et magnétiques sont des constantes, autrement dit ne dépendent pas d'une quelconque variation spatiale, donc ne dépendent pas du point de l'espace auquel on se trouve, en X, Y, eh bien on a ce qu'on appelle des ondes transverses électromagnétiques planes. Ok. Alors, donc, je vous ai dit, on passe à la moulinette nos équations de Maxwell. Très souvent, on utilise la formule d'analyse vectorielle que maintenant vous connaissez sur le bout des doigts. Je l'ai explicité dans des vidéos antérieures sur des exercices et sur du cours. On sait que le rotationnel du rotationnel d'un vecteur, c'est le gradient de la divergence de ce vecteur moins le Laplacien. La divergence de est nulle, donc gradient d'un vecteur nul, c'est nul. Il reste l'opposé du Laplacien. L'opposé du Laplacien, vous le savez, c'est l'opposé de l'opérateur nabla composé avec lui-même. C'est du nabla au carré. Donc, on fait passer à la moulinette ces équations de Maxwell et on trouve en fait l'équation de propagation qui est celle-ci. D'accord? Autrement dit, nabla carré du champ E, c'est le Laplacien de E, plus oméga carré n carré, donc n étant l'indice pour générique pour les trois milieux que l'on considère. Le milieu qui se situe entre notre guide d'onde, milieu extérieur par le haut, milieu extérieur par le bas, n carré sur c carré, la sévérité de la lumière fois E, champ électrique doit être égal à 0. Donc ça, c'est l'équation de propagation de l'onde électrique, du champ électrique, que doit vérifier notre champ électrique pour pouvoir effectivement avoir une solution, une onde qui se propage à l'intérieur de notre guide d'onde. Ok. Donc mes solutions champ électrique et champ d'induction magnétique fonctionnent ici et donnent la relation classique de dispersion. Donc sous la forme bêta carré est égal à, donc, au carré de la pulsation de l'onde multiplié par le carré de l'indice divisé par le carré de la constante de la lumière. Alors effectivement, attention aux conditions limites. Si je veux qu'une telle onde se propage dans les trois milieux à la fois, on doit vérifier effectivement les différentes équations de continuité de nos champs. Autrement dit, on a continuité de la composante transverse du champ électrique à l'interface entre les deux milieux. Donc l'interface entre les deux milieux, en fait on a une interface supérieure et une interface inférieure. D'accord. La première, c'est l'interface entre le milieu 1 et le milieu N3, et celle du dessous, c'est l'interface au plan d'équation dans l'espace z égale moins 2 entre le milieu 1 et notre milieu 2. Ok. Donc, on doit avoir effectivement les relations de continuité suivantes, que E parallèle du milieu 1 moins E parallèle du milieu 2, en fait c'est les composantes transverses, doit être égal au vecteur nul, donc on doit avoir continuité de la composante parallèle à l'interstice. On doit avoir que D perpendiculaire milieu 1 moins D perpendiculaire numéro 2, ça donc c'est le vecteur D diélectrique qui a été projeté donc algébriquement suivant l'axe, doit être égal en fait à la densité volumique de charge libre du milieu. On a que effectivement le champ magnétique H, donc la différence des composantes parallèles entre les milieux 1 et 2, donc des composantes transverses du champ magnétique H, doit nous donner effectivement à l'interface, donc au niveau de la plaque, qui se situe entre le milieu 1 et le milieu 2, la densité surfacique de courant, de charge, des charges libres dans mon conducteur. Ok. Donc c'est à projeter suivant les composantes du plan, puisque H transverse, en fait, il va avoir une composante en Z chapeau et en Y chapeau, ok. Et également, pour l'induction, le vecteur induction magnétique, on doit avoir que B orthogonal du milieu 1, moins B orthogonal milieu 2 doit être égal à 0, un vecteur nul.
ça, c'est à projeter sur la composante en X chapeau. Voilà, ce sont les équations de continuité. Donc, on va regarder ce qui se passe, par exemple, entre le milieu 1, ici, donc en vert cacadois, et le milieu 2, donc en bleu. Donc, on a à l'interface donc du plan d'équation z égale moins d. Donc, en x égale 0, on va avoir E02 exponentielle i oméga t moins bêta 2 z, qui est égal à E01 exponentielle i oméga t moins bêta 1 z. Donc, exponentielle i oméga t se simplifie, et on obtient qu'on doit avoir E01 exponentielle moins i bêta 2 z doit être égal à E01 exponentielle moins i bêta 1 z. Ok. Donc, soit bêta 1 égale bêta 2 et on est dans ce qu'on appelle un milieu homogène, soit en fait les amplitudes en module des champs électriques des milieux respectifs 1 et 2 sont nulles. À ce moment-là, on a un champ nul, parce que c'est vrai quel que soit z, donc on peut faire le même raisonnement sur l'autre polarisation. Voilà, donc dans un milieu inhomogène, on vient de montrer qu'on n'a pas de solution possible avec des ondes transverses électromagnétiques planes, c'est mort. Donc impossible d'avoir une onde de type TEM dans notre guide d'onde avec la modélisation du problème qu'on a. Okay. Donc regardons à présent la composante X chapeau de E, X chapeau étant donc le vecteur unitaire dans la direction des X, voilà, du champ électrique E à l'interface entre 1 et 3. Donc il faut prendre que D orthogonal de 1 moins D orthogonal de 2 est égal à 0. Je vous rappelle que donc DI vectoriellement est défini, j'ai oublié un vecteur ici sur la flèche du champ électrique, donc vous le corrigez tout de suite, vous le voyez. Donc parce que c'est une entité entre un vecteur et un vecteur. Donc DI c'est le produit du scalaire, donc epsilon 0 permittivité du vide multiplié par le carré de l'indice du milieu I, multiplié par le champ électrique E. Donc il y a un petit vecteur, une petite flèche que j'ai oublié ici. Donc, on a donc l'égalité suivante, epsilon 0 n1 carré fois E01 fois exponentielle i oméga t moins bêta z doit être égal à epsilon 0 n2 carré E02 exponentielle moins i oméga t moins bêta z. Donc on simplifie par l'exponentielle i oméga t. Et on doit avoir donc le carré de l'indice du milieu 1 multiplié par le module de l'amplitude du champ électrique dans le milieu 1, multiplié par l'exponentielle moins i bêta 1 z, doit être égal à n2 carré et E0 donc du milieu 2, exponentielle moins i bêta 2 z. Et ceci doit être vrai quel que soit le point, quel que soit z, la coordonnée d'espace z. Donc il faut que les deux soient équations soient vérifiées. Donc soit on a bêta 1 égale bêta 3 et E01 est égal à E03. C'est 0,3, parce que bon, je l'ai fait sur bêta 3, effectivement. Soit on a N1 carré E01 qui est égal à N3 carré E03, qui est égal à 0. Donc de même, on va conclure qu'aucune solution n'est possible de type transverse électromagnétique. Voilà. Donc ce sera nécessairement des solutions non transverses, donc les champs E et B auront nécessairement une composante non nulle suivant l'axe UZ, donc de propagation de l'onde. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement accepter que le champ E et B ait au moins une composante non nulle suivant UZ. Donc on peut avoir 3 cas de figure. Ok. Donc on peut avoir un premier cas de figure où on a une onde, on va supposer qui est uniquement transverse magnétique, c'est-à-dire que la composante du champ magnétique, d'induction magnétique en fait suivant Z est nulle, de telle sorte que le produit scalaire entre le vecteur d'induction magnétique et le vecteur d'onde caractéristique du déplacement de la propagation de mon onde soit nul. Vous remarquerez que là j'ai effectivement mis une composante spatiale suivant Z, donc qui varie en X pour mon champ électrique, de telle sorte que E scalaire K ne soit pas égal à 0, et donc on a bien une onde transverse magnétique telle qu'elle décrit ainsi. Ou on peut avoir, on va chercher peut-être une solution de type alors, bon, il y a une erreur, vous allez la corriger vous-même. Ici, on a une solution. Bon, je me suis planté, c'est-à-dire qu'il aurait fallu mettre une composante au champ magnétique ici suivant Z. J'ai mis 0, c'est une erreur de ma part. Et en fait, ça n'aurait pas été une onde transverse magnétique, ça aurait été une onde transverse
électrique. Donc, autant pour moi, vous rectifiez. Ici, c'est bien une onde transverse magnétique décrit comme cela. Là, avec mon curseur, comme j'ai décrit le problème, et d'ailleurs, je l'ai mal décrit puisque j'ai pris E et B orthogonales. En fait, vous allez avoir une composante nulle suivant EZ, d'accord? Donc, elle est transverse électrique, mais pas transverse magnétique. Il faut que le 0 ici, vous le remplacez par une composante B. Voilà. En gros, on cherche à modéliser, vous l'avez compris, d'autres types d'ondes et on réduit en fait notre champ d'investigation d'une onde qui est à la fois transverse électrique et magnétique à une onde qui est soit transverse électrique, soit transverse magnétique. Donc c'est un soit ou je dirais pas forcément exclusif qui peut être inclusif. On peut avoir les deux. Enfin, on se pose la question, est-ce qu'on peut avoir les deux? Ok, donc on va passer à la moulinette. Alors effectivement, là je me suis pas planté, vous voyez. Donc si on prend E sous la forme, donc il y a EX, EY, EZ, donc il a une composante suivant la direction de propagation de mon onde, et je prends mon champ d'induction magnétique B de la forme BX de X, BY de X est 0, puisque donc avec une composante nulle suivant la direction de propagation Z, j'ai bien ici modélisé une onde transverse magnétique. Ok, donc tout l'objet de l'étude va être donc de passer à la moulinette des équations de Maxwell, notre modélisation et voir si ça peut coller avec la réalité. Autrement dit, voir s'il peut y avoir des relations constitutives intrinsèques entre les champs qui peuvent être réelles et qui peuvent conduire à une propagation effective d'une onde transverse magnétique au sein de notre guide d'onde. Ok, donc on va dérouler les équations de Maxwell. Ben, la première, on va utiliser le fait que la divergence de D est nulle, du champ diélectrique. Or D, c'est epsilon 0E. Autrement dit, nabla scalaire epsilon 0E égale 0. Epsilon 0, c'est une constante, on le sort. Et cette équation donc vectorielle devient en projection donc algébrique, sachant que l'opérateur divergence, c'est l'opérateur composé des dérivées partielles par rapport à chacune des composantes, donc dérivée partielle par rapport à x, dérivée partielle par rapport à y, dérivée partielle par rapport à z. On l'applique à un champ de cette forme-là, et on doit avoir nécessairement, si cette équation vectorielle, si la divergence de D est égale à 0, que la dérivée, bon, dérivée, oui effectivement, mais pas des dérivées partielles, j'ai mis des dérivées droites, des dérivées des différentiels exacts, on va dire, puisque effectivement, en projection algébrique, il n'y a pas de dépendance spatiale. Bon, voilà, on pourrait mettre dérivée partielle. Bon, j'ai mis des dérivées non partielles, ça, c'est pas grave. Donc, la dérivée de EX de XZ par rapport à X, plus la dérivée de EY, XY par rapport à Z, plus la dérivée de EZX, ouais, T par rapport à Z est égal à 0. Et également, divergence de B égale 0, autrement dit, le produit scalaire entre l'opérateur nabla, qui je vous le rappelle, est l'opérateur donc bon, en dimension 3, ici la dérivée partielle par rapport à x, dérivée partielle par rapport à y pour la composante y, et dérivée partielle par rapport à z pour la composante z. Donc scalaire, notre vecteur induction magnétique, doit être égal à 0. Ok? Donc ça se traduit comme ça. Autrement dit, la dérivée de bx de xz par rapport à x, plus la dérivée de by de xz par rapport à y, plus la dérivée de bz xz par rapport à z doit être égale à 0. Bien. Donc, compte tenu des relations que l'on a, on doit avoir que la dérivée par rapport à x de x moins i bêta fois ez de x est égale à 0. On doit avoir que la dérivée de bx par rapport à x est égale à 0. On en déduit que bx est nécessairement constant, ne dépend pas des coordonnées spatiales. Ex peut varier à ce stade-là de l'étude, Ey peut varier à ce stade-là de l'étude, et également Ez peut varier à ce stade-là de l'étude. Bien. Maintenant, que se passe-t-il si on prend effectivement une onde transverse magnétique uniquement? Donc ça, c'est une onde transverse magnétique. Je le rappelle pour que ça rentre bien. Pourquoi? Parce que la direction de propagation elle est suivant Z et notre champ magnétique n'a pas de composante suivant Z et donc le produit scalaire entre notre vecteur champ d'induction magnétique et le vecteur de direction de propagation de l'onde qui va être de la forme K fois U de Z, U de Z étant Z chapeau étant le vecteur unitaire de propagation,
est nul. Ce qui n'est pas le cas pour notre champ électrique, parce que si on fait le produit scalaire de notre champ électrique avec le vecteur de notre direction propagation, ben, on aura un terme qui sera non nul, qui fera apparaître du EZ de x fois k. Ok? Donc, on repasse à la moulinette nos équations de Maxwell. Donc, je les rappelle. Rotationnel 2, autrement dit Nabla, l'opérateur, le produit vectoriel entre Nabla et notre champ électrique est égal à -i oméga fois notre champ d'induction magnétique. L'opération vectorielle entre l'opérateur Nabla et notre champ d'induction magnétique, autrement dit le rotationnel de B exprimé à travers une formule d'analyse vectorielle, doit être égal à mu0 i oméga epsilon E. Ceci implique que I bêta EY de X doit être égal à -i oméga de B0, puisqu'on a vu que précédemment B0 était constant, ok, ce qui découlait des équations précédentes en divergence. Et on doit voir que -i bêta EX de X moins la dérivée partielle de EZ par rapport à X de X doit être égal à -i oméga BY de X, d'accord. Et on doit voir enfin que la dérivée partielle de Y de X par rapport à X est égale à 0. Autrement dit, EY de X est constante. EY de X ne dépend pas de la coordonnée spatiale de X. Et donc on dirait que c'est une constante égale à E0. Okay, autrement dit, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti d'une onde électromagnétique d'une onde de type transverse magnétique. On a utilisé les deux premières équations de Maxwell, celles qui nous font calculer la divergence de E et de B. Et on s'est aperçu que on peut avoir des solutions seulement si la composante du champ magnétique suivant l'axe des X est constante, ne dépend pas de X. À cette condition-là, nos conditions de vectoriel, nos équations de Maxwell, d'analyse vectorielle, sont vérifiées. Donc on part de ce postulat-là. Par contre, on a aussi d'autres équations, et c'est ce que j'ai fait ici. Donc je repars en fait avec une nouvelle forme de B, puisque vous voyez qu'il a B0 ici, BY de X est 0, mais notre champ doit aussi vérifier les deux autres équations de Maxwell. Je vous rappelle que Maxwell, ce sont 4 équations. D'accord? Et donc, ces deux autres équations, ben, je les ai mises ici, et j'ai passé à la moulinette nos vecteurs champ électrique et champ induction magnétique, ok, sous Maxwell. Donc, en les passant à la moulinette, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que finalement, la dérivée partielle de y de x par rapport à x est nulle, et donc que ey de x est constant et doit égaler à e0. Donc, a priori, donc ce sont deux conditions qui sont nécessaires, mais pas suffisantes, pour qu'il y ait propagation d'une telle onde transverse magnétique. Ok, il faut faire un petit peu de travail supplémentaire. Ok, donc on va obtenir le jeu d'équations suivantes pour la deuxième équation, donc Nabla vectoriel B, puisque là la première équation fait intervenir simplement le produit vectoriel de Nabla par E. J'ai projeté en fait vectoriellement suivant les trois composantes du produit vectoriel. Je ne reviens pas sur le calcul du produit vectoriel, je l'ai fait dans une précédente vidéo. Donc si vous faites Nabla vectoriel E, vous obtenez donc ces trois équations qui sont les trois projections suivant X, suivant Y et suivant Z. D'accord, avec bêta de cette forme-là. Je ne reviens pas dessus. Maintenant, on va calculer donc effectivement la quatrième équation de Maxwell, puisque effectivement c'était la troisième qui nous dit que EY de X est égal à E0. Les deux premières nous ont permis de dire que Bx de X est constant, et donc il reste la dernière, donc Nabla vectoriel B, en fait, on va obtenir du -i bêta By de X, du -i bêta B0 moins la dérivée partielle par rapport à X de bêta Z de X, et pour la composante sur Z, la dérivée partielle par rapport à X de By de X. Ok, donc ce qui est à gauche de l'opération, c'est une opération vectorielle, c'est une égalité vectorielle entre deux vecteurs, donc on va projeter algébriquement suivant x, y et z cette relation vectorielle. Donc si on projette et on identifie terme à terme, voilà, c'est ce qu'on fait. Si donc mu0 i oméga epsilon 0 e donc est une grandeur vectorielle, je la projette suivant x, y, z, et j'obtiens donc suivant x mu0 i oméga epsilon ex de x, suivant y mu0 i oméga epsilon ey de x, et suivant z mu0 i oméga epsilon ez de x. Mais on sait aussi que ex de x, non, à ce stade de l'étude, on sait que ey de x est égal à e0. D'accord? Donc, effectivement, ici, donc ey de x est égal à ey de x est égal à 0. Donc pour la deuxième équation de Maxwell, pour la deuxième équation, pardon,
pour la projection suivant l'axe des Y de l'équation de Maxwell que j'entoure avec mon curseur, qui est nabla vectoriel bêta est égal à mu0 i oméga epsilon E. En fait, on peut substituer directement EY de X par E0, d'accord? Donc, on a cette relation, maintenant, on a des relations scalaires entre les différentes composantes spatiales de nos champs d'induction magnétique et électrique. Et donc, on a de ce qui a été dit donc précédemment déjà, donc que un champ E sous la forme EX de X, E0 constant, EZ de X, exponentielle moins I oméga T moins bêta Z, et donc un champ d'induction B, puisque je vous rappelle qu'il nous faut en fait la propagation de l'onde, c'est la propagation de l'onde électromagnétique. Donc E et B sont couplés. Hein. Donc on a un couplage des vecteurs et donc des contraintes couplées. Donc B va être sous la forme B0 qu'on a vu précédemment, BY de X et 0, donc toujours pour la composante Z, puisqu'on a une onde transverse. On cherche à effectivement voir si une onde transverse magnétique est solution de notre problème et peut donc se propager. Donc en exponentielle oméga t moins bêta z. Ok. Donc on utilise le rotationnel pour trouver des relations donc constitutives avec les composantes EX, EY. Donc ça c'est ce que j'avais expliqué. On a eu que Y est constante, donc on cherche toujours la forme des solutions pouvant exister dans notre milieu. Bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant pour le 3, puisqu'on fait le 3 de mémoire, attendez. Ok. Donc, effectivement, montrer qu'il existe deux jeux de composantes indépendantes des champs électromagnétiques. Un nommé, je pense qu'on s'arrêtera sur ça comme question, et je vous laisserai après la suite, en fonction du temps, vous pourrez résoudre par vous-même la suite. Mais je vais m'arrêter sur les deux prochaines questions que je vais résoudre. Donc, on a vu donc montrer qu'il existe deux jeux de composantes indépendantes des champs électromagnétiques, un nommé transverse électrique, l'autre transverse magnétique. On s'intéresse aux cas transverses, voilà. Donc on en est là. Donc nous allons effectivement jouer avec les ondes transverses électriques, ok. Donc et on se pose la question, peut-on avoir donc à ce moment-là une onde transverse électrique qui se propage. Donc transverse électrique, donc je l'ai mis sous la forme E égale 0 pour la composante en X, EY de X, 0, suivant Z, donc en exponentielle, le facteur de phase de mon onde électrique étant exponentielle I oméga T moins bêta Z. Ok. Et on prend B sous la forme Bx de X, 0, BY, BZ de X, exponentielle I oméga T moins bêta Z. Donc on fait toujours pareil, en fait, toujours pareil. Je veux dire, on écrit nos équations de Maxwell et on passe à la moulinette, en fait, nos formes de champs pour voir s'il y a des relations entre les différentes grandeurs constitutives de ces champs, des contraintes possibles pour une propagation envisageable. Donc on a toujours la première équation de Maxwell, la divergence de D qui est égale à 0, autrement dit nabla scalaire, donc epsilon E égale 0, autrement dit nabla scalaire E est égal à 0, epsilon est une constante. B est un flux conservatif, donc la divergence de B est nulle, donc le produit scalaire entre l'opérateur nabla et notre champ d'induction magnétique B doit être égal à 0. On a que le rotationnel de E est égal à moins la dérivée partielle de B par rapport au temps. La dérivée partielle de B par rapport au temps, c'est du I oméga qui sort, puisque effectivement B a une dépendance en exponentielle I oméga T moins bêta Z. On prend l'opposé, puisque c'est moins dB sur dt, donc il sort du moins I oméga B. Nabla vectoriel E, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Nabla vectoriel B, toujours pareil, donc c'est égal à mu0 J plus 1 sur C2, DE sur dt, mais DE sur dt, la dérivée temporairement E par rapport au temps, s'il sort du I oméga. Ok. Et là, on réutilise notre formule d'analyse vectorielle que maintenant vous connaissez par cœur. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette formule d'analyse vectorielle? Elle nous dit que si je prends le rotationnel du rotationnel d'un vecteur, en l'espèce le vecteur champ électrique ici, puisqu'on a du nabla vectoriel E, et ça c'est le rotationnel du rotationnel de E. Donc on sait que c'est égal au gradient de la divergence moins le Laplacien. Le gradient de la divergence de E, en fait c'est nabla scalaire de nabla scalaire E. E est un flux conservatif, on a vu que la divergence de E est égale à 0. Donc il nous reste simplement donc, du Laplacien de E. Laplacien c'est nabla scalaire nabla, c'est nabla carré, ok.
Formule d'analyse vectorielle. Donc, on utilise donc nabla vectoriel E, c'est moins I oméga B, d'accord, on le retrouve ici. On reprend le produit vectoriel avec l'opérateur nabla pour pouvoir utiliser notre formule vectorielle rho de Roth est égal à grade de div moins Laplacien, ok. Et donc, moins I oméga il sort, puisque c'est une constante, pas un scalaire, c'est un complexe, donc il dépend pas d'une composante spatiale, d'accord, puisque nabla c'est un opérateur de dérivation spatiale. Et donc, moins I oméga sort, et je fais le produit, en fait, encore une fois, de nabla vectoriel B, et on l'a ici, le produit nabla vectoriel, c'est I oméga mu 0 epsilon E, qu'on retrouve ici, d'accord. Autrement dit, on a du oméga carré, on a du moins I au carré c'est moins 1, donc on a du moins 1, c'est donc plus 1, mu 0, epsilon 0, n au carré, on fait intervenir, en fait, l'indice n de notre énoncé, donc toujours faire intervenir les données du problème, bon, qui montre que vous avez bien compris l'énoncé dans un sujet de concours, un sujet d'examen. Voilà, donc on fait intervenir n carré, puis on remarque qu'effectivement on a epsilon et n carré ici. Autrement dit, c'est égal à oméga carré c carré n carré fois le champ électrique E. Ok. Donc, puisque nabla vectoriel E, qui est rotationnel du rotationnel de E est égal au gradient de la divergence de E, donc c'est égal à 0 moins le Laplacien de E. On a donc que le Laplacien de E plus oméga carré sur c carré n carré E en vecteur est égal à 0. Donc si, alors c'est pas vrai. Oui, si effectivement, alors très juste, remarque très pertinente, si notre permittivité du diélectrique epsilon dépend des composantes spatiales x, y, z, alors cette équation n'est pas vraie, puisque vous voyez que quand vous prenez dans la première équation de Maxwell, qui vous dit que la divergence de D est nulle, vous appliquez ça à D, donc D c'est epsilon E, nabla scalaire epsilon E, j'ai supposé que epsilon ne dépendait pas spatialement. C'est pour ça que j'ai sorti de l'opération vectorielle, parce que si epsilon dépendait de x, y, z, alors à ce moment-là, l'opérateur nabla, qui est un opérateur vectoriel, dont je vous rappelle que les composantes, ce sont les dérivées partielles par rapport aux coordonnées d'espace, donc de la dérivée partielle par rapport à x pour la première composante, dérivée partielle par rapport à y pour la seconde composante, dérivée partielle par rapport à z pour la troisième composante, on ne pourrait pas sortir epsilon ici, d'accord? Donc on ne pourrait pas générer cette équation. Il faudrait faire intervenir d'autres formules d'analyse vectorielle, et donc effectivement, si epsilon dépendait de x, y, z, c'était pas vrai. C'est la raison pour laquelle on a écrit précédemment, nabla de epsilon 0 n carré E est égal à nabla de epsilon E est égal à epsilon nabla de E. On l'a sorti de l'analyse vectorielle. Voilà. D'où notre équation de propagation. Ok. Alors, en fait, cette équation de propagation, donc n est un milieu d'indice générique, d'accord? Il y a ni, n2, n3, puisque effectivement, je vous rappelle que dans notre guide d'onde, on a trois milieux, hein, milieu d'indice N1, milieu d'indice N2 et milieu d'indice N3, avec epsilon i de y égale epsilon 0 ni carré. Donc en fait, on va dérouler notre équation suivant les trois milieux. Ok? Milieu 3, milieu 2, milieu 1. Donc, dans le milieu 3, dans le milieu 1 et dans le milieu 2. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Dans le milieu 3, on va obtenir cette équation. Dérivée seconde de y de x de z par rapport à dx2 plus dérivée seconde de ey, c'est le Laplacien, hein, d'accord? Le Laplacien de e. Ey de xz sur dy2 plus d2 de ey sur dz2 de xy plus oméga carré sur c2 n carré ey de xy est égal à 0. Autrement dit, sachant que ces deux dérivées partielles sont nulles, on obtient en factorisant par ce qu'il y a factorisé, que la dérivée seconde de ey de x par rapport à x2 facteur de moins bêta au carré plus oméga carré n3 carré sur c2 ey de x est égal à 0. Donc ça c'est l'équation constitutive dans le milieu 3 qui devra être vérifiée par notre composante, par la composante spatiale en y de notre champ électrique qui dépend de x. Ok. Pour le milieu 1, on aura sensiblement la même équation,
à savoir que la dérivée seconde de y de x par rapport à x2 plus moins bêta carré plus oméga carré n1 carré sur c carré fois ey de x est égal à 0. Et pour le milieu 3, pour le milieu 2, pardon, on aura que la dérivée seconde de y de x par rapport à x2, facteur de moins bêta carré plus oméga carré sur c2, n2 carré de ey de x est égal à 0. Ok. Donc, pour faire un summary, comme ils disent les Anglais, dans le milieu 3, ça propage pas. Pourquoi? Parce que moins bêta carré plus oméga carré n3 carré sur c2, c'est de la forme moins delta carré, ça va être négatif. Dans le milieu 1, bah, ça va propager en N1. En fait, négatif, donc on verra que ça va être des formes, on va avoir une onde évanescente en exponentielle moins delta, exponentielle plus delta. Tandis que dans le milieu 2, on peut avoir une onde de forme réelle, de forme cosinusoïdale, puisqu'on a y point point plus k2 y point égale 0, typique d'un oscillateur harmonique, ok, que vous connaissez par cœur si vous faites de la physique. Vous avez dû en manger en long, en large et en travers des équations de l'oscillateur harmonique, hein, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs comme ça qu'on apprend la physique, la mécanique. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc d2 de ey de x sur dx2 plus donc quelque chose qu'on peut mettre sous la forme k2 ey, où k2 bien sûr est positif, k n'est pas complexe. Et l'équation de propagation, donc 2 dans notre milieu N2 se met sous la forme de la dérivée seconde de y de x par rapport à x2 plus moins bêta carré plus oméga 2 n2 carré sur c de y de x égale 0. Ici, en fait, on a un terme de type moins gamma au carré. Okay. Donc, le principe des guides d'onde, simplement, c'est un rappel pour faire une analogie avec la fibre optique. Le principe des guides d'onde, c'est je place un matériau qui autorise la propagation de mon onde et je vais le prendre en sandwich avec deux milieux qui ne se propagent pas. Donc effectivement, la propagation, elle peut se faire que effectivement que suivant N1. Il n'y a pas de propagation suivant N3, pas de propagation suivant N2. Donc on a que N2, vous l'avez ici, je reviens. N2 c'est au-dessous et N3 c'est au-dessus. On a bien une propagation entre nos deux milieux. En fait, on va considérer que c'est des isolants parfaits, les plaques, et que notre onde va se propager effectivement qu'entre le milieu. D'où la notion de guide d'onde. C'est effectivement le guide d'une onde. Ok. Voilà, on prend l'exemple de la lumière, des ondes électromagnétiques, un tuyau d'arrosage, ouais, c'est un bon exemple, effectivement, un tuyau d'arrosage. Le tuyau en caoutchouc par rapport à l'eau, il n'est pas hermétique. Alors, donc, trouver un empilage de matériaux auquel les équations de Maxwell permettent la propagation, c'est effectivement tout le travail de l'ingénierie des matériaux physiques derrière. Hein. Par exemple, si on prend la fibre optique qui est diffusée dans nos foyers, on va considérer que l'indice N à l'intérieur de la fibre optique va avoir un certain profil. Bon, il peut être plus élevé que la lumière reste de manière à ce que la lumière reste confinée à l'intérieur. Donc dans le milieu 1, donc on a donc c'est le milieu en haut, on a une équation du type vecteur d'onde k au carré. Le carré du vecteur d'onde doit être égal à moins bêta carré plus oméga 2 n1 carré sur c carré. Dans le milieu 1, on aura donc une onde évanescente de la forme 1 exponentielle ikx plus bêta plus b2 exponentielle moins ikx. Dans le milieu 3, on a vu que moins delta carré, on peut mettre l'équation sous la forme d'une dérivée seconde moins 1 delta au carré, la fonction qui est égale à 0. Donc on va avoir donc, moins delta carré égale moins bêta carré plus oméga 2 n3 carré sur c2. On va avoir là encore une onde de type évanescente, donc qui ne se propage pas. Ce sera une onde de type A3 exponentielle moins delta x plus B3 exponentielle plus delta x. Et enfin, pour la solution qui nous intéresse, on a réussi à trouver une solution de propagation pour une onde transverse magnétique avec les caractéristiques qui nous intéressent. Dans le milieu 2, on aura une équation du type moins gamma au carré égale moins bêta au carré plus oméga 2 n2 carré sur c2. Donc une onde de type exponentielle en exponentielle i oméga t moins kx va se propager, tandis qu'une onde en exponentielle moins kx fois une exponentielle i oméga t sera une onde évanescente, elle ne se propage pas, puisqu'effectivement on voit que lorsque x augmente, l'exponentielle tend très vite vers 0. Ok.
Donc l'onde doit être évanescente dans la gaine, donc c'est effectivement tout le principe des fibres optiques, hein. Donc dans la gaine de la fibre optique, l'onde doit être évanescente, et elle se propage en fait au cœur du guide d'onde. Voilà. Donc pour la continuité, effectivement, je vous ai mis, bon, on va arrêter là, je pense que vous ferez la suite tout seul. Bonne motivation. Effectivement, je vous ai écrit les relations de continuité qui nous permettent de faire la suite de l'exercice. Donc E parallèle 1 moins E parallèle 2 est égal au vecteur nul, qui est en projetant cette équation vectorielle algébriquement suivant y, on a EY de 0 est égal à EY2 de 1 de 0, EY1 de 0 est égal à EY2 de 0. Okay. De même pour la continuité de la composante parallèle transverse du champ magnétique, H vectoriellement parallèle 1 moins H vectoriellement parallèle E2 est égal au vecteur nul. On projette cette équation, bien évidemment, H est égal à B0, B sur mu0, donc mu0 est une constante, ça sort. On projette cette équation algébriquement, donc suivant à l'interstice de coordonnées z égale 0, et on a donc BZ1, c'est une erreur, c'est BZ2, vous l'aurez vu, c'est BZ1 de 0 est égal à BZ2, donc c'est pas 1, c'est Z2 en 0, ok. Et enfin, rotationnel 2 égale moins dB sur dt nous donne que la continuité des dérivées, enfin la continuité des dérivées spatiales, la dérivée spatiale de y en 0 par rapport à x est égale à la dérivée partielle de y2, y1 en 0 par rapport à x, ok, qui est égale à la dérivée partielle de y2 en 0 par rapport à x. Et que donc la dérivée spatiale par rapport à x de y de x est égale à moins i oméga bz de z. Bon, voilà pour cet exercice. J'ai résolu quasiment l'intégralité de l'exercice. J'ai corrigé l'intégralité de cet exercice. Il reste effectivement une petite partie. C'est calculatoire, je dois dire, j'ai essayé de le faire, c'est très difficile, très calculatoire. Bon, c'est vraiment un gros sujet de concours. Je vous ai mis l'énoncé, la suite de l'énoncé ici, donc peut-être que je le corrigerai dans une prochaine vidéo ou pas. Voilà, donc vous l'avez. Donc voilà pour cette vidéo d'exercice sur le guide d'onde.